Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez le high-tech, si vous aimez les belles histoires d'Alia, restez avec nous parce que Cynthia Fitoussi est à nos côtés pour fêter ses 10 ans d'Alia et surtout la création de son fonds d'investissement Seed IL Ventures. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Cynthia Fitoussi, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, je suis ravie de vous retrouver parce que j'avoue qu'en Israël, on voit beaucoup de gens et j'ai eu la chance de vous croiser sur mon parcours plusieurs fois. Au tout début, vous veniez d'arriver il y a à peu près 9 ans. Et à l'époque, vous arriviez de Londres. Voilà. Exact. Vous ne saviez pas encore ce que vous alliez faire. C'est possible, oui. Comme beaucoup de gens. Pas du tout même. Et je vous retrouve 10 ans après, vous êtes complètement réinventé. Vous avez vraiment créé un fonds d'investissement prometteur. On vous souhaite bonne chance d'ailleurs. Merci. Voilà. Alors, on va faire un petit retour arrière. 9 ans à Londres. Voilà. Comment c'était ? C'était super. C'était une expérience extraordinaire. Et puis, voilà, au bout de 9 ans, en ayant travaillé pour des grands groupes... Ouais, vous avez fait plein de choses. À Londres, vous travaillez pour Danone, vous avez créé votre propre boîte d'événementiel. Voilà. Et puis ensuite, bon, au bout d'un moment, 3 enfants, la vie à Londres, la grisaille, la brique rouge, la bière, le pub le dimanche à 5h. Le fish and chips, le fish and chips. Voilà. Donc, au bout d'un moment, bon, on a fait quand même un petit peu le tour. Même si des communautés extraordinaires d'amis ont été créé là-bas, etc. Aucun regret sur cette partie de notre vie. Mais voilà, vous rêviez d'autre chose pour vos enfants ? On rêvait un peu d'une autre qualité de vie et peut-être d'un avenir un peu plus construit que celui qui nous attendait à Londres. On ne voyait pas prendre notre retraite à Londres, on va dire. D'accord. Maintenant, pourtant, Israël, ce n'était pas tout à fait votre choix à vous, c'était plutôt le choix de votre conjoint. Oui, moi je viens de Saint-Cloud et donc à Saint-Cloud, on n'est pas forcément toujours très sioniste. Enfin, un petit sionisme, mais c'est pas ancré, disons, dans mon éducation. On était sioniste, mais pas plus que ça. C'était inenvisageable dans ma famille, je pense, que quelqu'un parte vivre un jour en Israël. Ça rentrait pas trop dans le spectre des possibles. Vous avez suivi votre époux pour qui lui c'était un rêve. Voilà, lui c'était son rêve depuis qu'il était petit. Il vivait dans les livres, dans l'histoire, dans le rêve sionisme, dans les images d'Israël, sans y avoir été beaucoup pour autant. Et il m'a pas mal travaillé au corps, on va dire, pendant beaucoup d'années, à me parler d'Israël. Et puis un jour, j'ai appris l'hébreu à Londres, parce que j'adore apprendre les langues, donc ça a fait partie des langues où je me suis dit, ça c'est une langue qui m'intéresse. Et quand j'ai appris l'hébreu, je me suis dit, en fait, j'adore cette langue, ma prof, je l'adore, je me sens proche d'elle. Finalement, les Israéliens, peut-être qu'on n'est pas si éloignés que ça de ce peuple, et je me suis sentie la possibilité de pourquoi pas essayer de vivre en Israël. Ça vous a ouvert une fenêtre dans votre esprit, vous avez débloqué quelque chose et vous êtes venu. Oui, exactement. Alors, vous allez choisir Ra'anana, comme beaucoup de francophones. Exactement. Comme ça, parce que voilà, beaucoup de parcs, beaucoup d'installations sportives, j'avais des garçons, je me suis dit que ça allait être sympa pour eux, l'éducation. Le côté anglophone aussi, pour pas les perdre, j'imagine. Ouais. Exactement. Ça rassemblait pas mal de critères. Alors, qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous êtes arrivée ? Parce qu'au bout d'un moment, une fois que tout le monde est installé, etc., vu que vous étiez une femme d'affaires, on va dire, assez active, parce que vous aviez votre propre boîte à Londres, c'est pas rien. Ouais. Comment on accroche les wagons ? Comment on se dit, qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? D'abord, l'Ulpan, c'était le passage obligé pour moi, même si je suis arrivée au niveau, je ne sais plus, Akita, Dalet, ou je ne sais plus. J'ai fait mes 6 mois très sérieusement, très consciencieusement. C'était pour moi très important. Plein de rencontres aussi d'ailleurs à l'Ulpan avec des gens du monde entier, un moment inoubliable. Et puis ensuite, ça a été une rencontre ou une re-rencontre. D'abord avec mon associé actuel et donc depuis maintenant 10 ans, qui est Audrey Chocron. On la salue si elle nous écoute. Voilà, donc je dis re-rencontre parce qu'on se connaissait de Londres, mais on ne se connaissait pas bien. Et puis on s'est revus un jour autour d'un café à Tel Aviv et on a parlé comme ça à bâton rompu de tiens qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire et on a trouvé entre nous une certaine alchimie et surtout une envie commune, je pense, entre nous deux d'entreprendre, de mettre notre empreinte en Israël. On avait cette envie qui nous venait, je ne sais pas d'où, peut-être pour prouver quelque chose. D'une grand-mère, moi, je pense. Peut-être de notre grand-mère, effectivement. Mais en tout cas, on avait ça en commun et on avait cette flamme pour l'entrepreneuriat toutes les deux. Moi, j'étais entrepreneur. Audrey avait travaillé dans le domaine bancaire pendant une grosse partie de sa carrière. Ouais, mais vous aviez un bagage toutes les deux, quand même. On avait un bagage et elle avait coaché des entrepreneurs à Londres aussi. Donc, on avait ça en commun.
Et je sais pas, on s'est dit, mais alors voilà, donc si on veut être entrepreneur en Israël, on est dans un tout petit pays, tout le monde se connaît, on parle de protectia, les gens se connaissent, ils s'entraident, etc. Mais nous en tant que Olim Hadashim, on a quoi? Mais comment on va faire? Par quel bout on va s'y prendre? Et en réfléchissant à ça, en fait, on a créé un programme pour répondre à nos propres besoins à l'époque. Et ça, c'est la deuxième rencontre qui a été l'impulsion, à part celle avec Audrey. Ça a été la rencontre avec Michael Ben Sadoun, qui à l'époque donc, dirigeait l'association Gvaïm. Et qui, lui aussi un peu de manière spontanée, quand il nous a vus, là, on lui a dit on a envie de faire quelque chose pour l'entrepreneuriat et les Olim, etc. Il a dit allez-y, voilà, je vous donne les clés. Vous allez rencontrer Yair Shamir. C'est fou, hein. C'est super votre idée, très bien, allez-y. Donc ça, c'était incroyable pour nous, parce qu'on est, mais on connaît personne. On te dit qu'on ne connaît personne, on te dit qu'on ne sait rien. Et de fil en aiguille, de café en café, parce qu'on en a pris des cafés, parce que de Yair Shamir, ça a été Eli Elalouf, ça a été des venture capitalistes, des business angels, des entrepreneurs israéliens. On a fait 5 mois de café. 5 mois de café avant de créer pratiquement, le programme en The tout cas Hive. d'études, on va dire d'études pour être plus précise. Ouais. Ensuite, on s'est dit, voilà, ça y est, on a trouvé l'idée. L'idée, c'est un programme, un accélérateur de start-up, parce qu'on est dans le pays de la start-up, pour les Olim Hadashim. Et c'est comme ça qu'est né The Hive, c'était en 2010. Voilà. Et ça, vraiment, ça a fait des petits depuis, hein, parce qu'il y a des accélérateurs aussi à Ashdod aujourd'hui, à Jérusalem, à Tel Aviv. Vous avez vraiment ouvert une voie incroyable. Ouais. Et ce qui est génial, c'était, parce que moi, je vous ai connu à cette époque-là, il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. C'était un truc extraordinaire. Vraiment. Avec des Olim du monde entier, avec ça a créé beaucoup d'emplois, parce que ces start-upers ont recruté des gens, ont levé des fonds. Il y en a même qui ont été vendus dans ces boîtes. Donc, il s'est passé des choses super intéressantes. Alors que vous n'y connaissiez rien au début. Voilà. Ah non, mais concrètement, on peut le dire. On a appris avec eux. Et avec l'entraide, c'est ce qui était magnifique, c'était de voir qu'on pouvait arriver à actionner énormément de contacts de l'association et de contacts autour de nous, autour de ce projet, qui, eux, donnaient du bénévolat, en fait, pour entraider ces entrepreneurs Olim. Et de là, tout ça a évolué de cette manière. Alors, c'était comment de découvrir ce monde de la high-tech que vous ne connaissiez pas ici? C'était waouh. C'était waouh, et c'est toujours waouh, puisque on est toujours dans ce même monde. On a bifurqué maintenant, on n'est plus focalisé sur les Olim, mais on a décidé de se concentrer sur l'investissement maintenant dans les startups israéliennes depuis 2014. Mais ce qui est waouh, c'est la matière grise qu'on voit tous les jours, sans exception. Nous, on reçoit 700 dossiers de start-up israéliennes qui veulent se financer à l'étape d'amorçage, à l'étape seed, par an. Donc on en voit. Et on en a vu, et ça fait 9 ans qu'on en voit. Et 9 ans plus tard, on reste bluffé. Pas par tout le monde, évidemment, mais quand même, il y a un certain nombre de traits de caractère et de talents et de particularités qu'on ne retrouve, je pense, nulle part ailleurs au monde, en Israël. Alors, c'est ça qu'il faut préciser, parce qu'une fois que vous avez quitté The Hive, quitté Gvaïm, vous êtes lancé et vous avez créé un club d'investisseurs. Voilà. Au départ. Tout à fait. C'était en 2014. Donc, votre idée, c'était quoi? C'était de matcher des gens qui voulaient investir. À l'étranger, d'ailleurs, notamment. Des gens qui n'avaient pas accès, en fait, à cet vivier, écosystème, à ce vivier de start-up et qui s'y intéressaient. Et d'un autre côté, vous leur présentiez, en fait, vous, ces start-up que vous sourciez, en fait, au démarrage, ici. Et vous avez fait ça pendant un certain nombre d'années. 4 ans. Voilà. Ça a été 2014-2018 sur ce modèle. Pas facile, j'imagine. Facile, beaucoup de claques. Là, à nouveau, encore un nouveau monde à découvrir, celui de l'investissement. Pourquoi des claques? Des claques parce que d'abord, on est donc effectivement nouvellement investisseurs, femmes. Et en plus, Olim, on s'est mis tous les handicaps sur la tête. On avait tout, la totale. La société israélienne n'est pas une société machiste. Dans le monde de l'investissement et dans le monde de la high-tech, il y a à peine 7% de femmes entrepreneurs en Israël, 7-8%. Et alors, chez les investisseurs, je pense que c'est plutôt 1%, je sais pas. Enfin, c'est très, très rare. C'est vraiment un métier d'homme. Donc, d'autant plus. Alors là, nous, la chutzpah israélienne, on l'a bien adoptée. On s'est dit, puisqu'on est là,
puisqu'on est dans le pays de la start-up et de la chutzpah, ben nous aussi, c'était devenu super contagieux, en fait. L'histoire de Gvaïm, des Olim, de les voir faire, etc., et de voir tous ces Israéliens réussir. Ça vous a donné on s'est dit, mais l'impulsion. nous aussi, on va faire ça. Ce qui nous plaît, c'est ça, et on va le faire. Alors, qu'est-ce qui était très difficile, on en a parlé succinctement, mais très difficile dans cette aventure, dans ces premières 4 années? Parce que là, vous avez dépassé, vous faites autre chose aujourd'hui, mais qu'est-ce qui était le plus dur? Comme je disais, d'être vraiment, je pense, holote, femme dans ce milieu-là. Après, ça a été donc de rentrer dans ce réseau d'investisseurs, parce que c'est extrêmement important pour avoir le bon sourcing de start-up, c'est de pouvoir se faufiler, de rentrer dans les deals, qui sont des deals qui sont souvent réservés un petit peu à des happy few, on va dire, israéliens, qui se connaissent tous depuis toujours, etc. Donc il a fallu s'intégrer dans ce milieu-là. On va boire des cafés encore? On a aussi, et on continue à boire pas mal de café. Oui, ça marche pas mal par le café. Non, c'est se présenter, expliquer qui on est, expliquer pourquoi est-ce on pourrait être intéressant. Il pourrait être intéressant pour ces fonds de co-investir avec nous ou de nous envoyer des dossiers à certaines étapes que eux ne toucheraient pas et qui nous intéresseraient, de montrer qu'on a éventuellement ce côté européen que eux n'ont pas, d'essayer de trouver tous les moyens de leur expliquer que ce serait bien qu'ils nous envoient des bons dossiers. Et ça, c'est 4 ans de réseau, 4 ans d'aller à des événements, aller à des conférences, parler aux gens. Alors ça, c'est pour trouver les startups qui valent le coup. Voilà, donc il y a eu ça. Ça, c'est difficile. Très difficile. Parce qu'il faut réseauter, comme vous l'avez dit, il faut se faire connaître. Pour trouver les bonnes. Parce que les startups, il y en a 7000 dans ce pays. Donc on prend l'Internet et on peut en voir tous les jours. Mais de trouver les bonnes. C'est quoi une bonne start-up? Une bonne start-up, c'est d'abord une bonne équipe. C'est d'abord des fondateurs ou des dirigeants d'entreprise qui ont les capacités de réaliser ce qu'ils ont façonné, leur idée. Une bonne idée, il y en a beaucoup. Mais avec une équipe qui est moyenne, ça n'ira pas. Une très bonne équipe, avec une idée moyenne, qui peut-être n'est pas totalement aboutie et va être amenée à évoluer, etc., c'est beaucoup mieux. Donc on cherche, surtout à l'étape où nous on investit, des gens, des talents. On cherche vraiment des talents, des gens qui ont cette capacité d'exécution, de vraiment mettre en application ce qu'ils disent qu'ils vont faire et leur vision. Et alors, plein d'autres qualités et plein d'autres choses, des business models, des idées, des disruptions, des marchés intéressants et toute une analyse derrière, etc. Mais avant tout, it's all about the people. Ok, alors ça c'est une difficulté, et il y a une autre difficulté, c'est les investisseurs, parce qu'on sait très bien que c'est un milieu quand même assez fermé, et puis un investisseur, il faut quand même, il faut le convaincre de lui confier, il y a une certaine confiance aussi qui doit naître, pas facile. Oui. Alors c'est vrai qu'on avait une petite expérience de fundraising dans l'association, puisqu'on a levé vraiment des fonds pour pouvoir faire vivre pouvoir faire vivre The Hive. Ça a été notre première expérience de fundraising et on se débrouillait pas mal toutes les deux en binôme. Et puis ensuite on s'est lancé au départ avec un petit groupe de business angels, notamment c'était des Français au départ. Des copains à vous? Pas des copains, c'était des personnes dont on avait entendu parler, qui s'intéressaient, qui n'avaient pas forcément l'accès. On est allé les voir, on leur a présenté le projet et puis il y en a eu comme ça 3-4 qui nous ont dit « Oui, c'est bien, ça m'intéresse, allez-y, montrez-nous des choses ». Et puis, ça a marché, ils ont décidé d'investir et ils ont amené leurs copains, et leurs copains, et leurs copains. Et de fil en aiguille, on a eu 60 investisseurs de par le monde, pas seulement des Français, pas mal d'Américains, de Suisses, d'Anglais, qui ont rejoint le club d'investissement. Alors, club d'investissement, certes, mais vous n'étiez pas forcément un investisseur, on va dire peut-être un peu, mais pas totalement. Donc, est-ce que c'était rentable ou est-ce que c'était beaucoup de travail parce qu'il faut maintenir tout ça quand même, il faut s'impliquer dans les startups, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin, du point de vue des investisseurs et surtout du point de vue des startups aussi, avec un business model qui tenait la route, mais difficile quand même, pas évident tous les jours. Mais ça nous a vraiment permis d'avoir une expérience extraordinaire, d'investir dans 14 startups israéliennes. À l'époque du club. Depuis 2014 jusqu'à jusqu'à ce qu'on crée le fonds plus récemment. Ça c'est génial quand même, c'est encore une autre étape. Oui, là ça a été encore... on s'est dit que c'était pas assez de challenge, qu'il fallait encore aller voir plus grand.
Là, c'est la cour des grands, là. C'est vraiment la cour des grands. Et donc là, ça, c'est le fonds, ce qui s'appelle Seed IL Ventures et qu'on a créé en octobre dernier et pour lequel on a donc levé nos propres fonds toute cette année. Et puis voilà, là, ça y est, ça a abouti. On a commencé à investir pour le fonds aussi. Donc en plus des 14 startups du portefeuille du club, on a maintenant 3 startups dans le portefeuille du fonds. Et l'objectif, c'est qu'il y en ait une quinzaine sur une période de 3 ans, 15 nouvelles. Alors, j'imagine que ce sont les investisseurs du club qui vous ont rejoint dans le fonds. Oui, qui beaucoup. Vous ont poussé à le créer, ce fonds. Oui, tout à fait. Ils nous ont vraiment donné Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont vu qu'on travaillait plutôt bien, qu'il y avait eu des beaux résultats dans le club. Il y a eu des sociétés qui commençaient à vraiment avoir des très belles évolutions. Entre-temps, il y en a même une qui, pas plus tard qu'il y a 15 jours, a été revendue. Ça a été l'exit assez intéressante pour tout le monde, en fait, pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, bien sûr pour nous et pour notre track record. Et ils ont dit, allez-y, on peut vous donner un petit peu plus le champ libre. Vous pouvez maintenant, on va vous donner un engagement d'investissement et vous allez être plus agile, ça va être plus efficace, plus rapide pour vous, pour pouvoir investir avec un processus, bien sûr, mais une sélection, un comité de sélection, etc., etc. Mais au moins que le modèle soit un peu plus facile. Est-ce que vous auriez imaginé faire ça il y a 10 ans ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Et personne de mon entourage, je pense, ne m'aurait imaginé faire ça non plus. Oui, parce que passer de l'événementiel au fonds d'investissement, il y a une petite marge quand même. Petite marge. Petite marge. Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce que vous aimez dans ce job ? Qu'est-ce que j'aime dans ce job ? C'est la rencontre déjà, les rencontres que je fais, que ce soit les rencontres des startups ou les rencontres des investisseurs. Chacun vient avec son histoire. Il y a un côté humain que je trouve fabuleux et illimité. Bien sûr, les innovations que j'entends, j'ai l'impression d'être comme dans un observatoire du futur. On a un partenariat avec le Ternion, par exemple. On voit vraiment des choses fabuleuses. Vous êtes en amont, en fait, on est en amont, de l'évolution de la société. Oui. Pour moi, voilà, le véhicule autonome n'a plus de secret. J'ai l'impression qu'il est déjà là. Je sais pas, sur plein de sujets, l'intelligence artificielle. Bien sûr, aussi sur des découvertes médicales. Alors, on fait moins du médical. C'est le seul sujet qu'on ne touche pas parce qu'il demande vraiment des expertises qu'on n'a pas et des cycles très longs et beaucoup de capitaux. Donc, c'est moins Seed IL. Mais on va faire de la santé digitale, par exemple. Ça, oui. Ça, c'est au programme. Ouais, okay. On a déjà d'ailleurs. On a déjà et on continue. Ça. Bon, ok. Alors, est-ce que vous, parce que je vous ai sous la main, je pose la question, parce qu'il y a peut-être des nouveaux immigrants ou des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont des idées extra, qui sont en train de les mettre en œuvre, mais qui cherchent des fonds. Ouais. Est-ce que vous êtes à la recherche de start-up malgré vos 700 dossiers par an ? Toujours. Pour nous, le deal flow, c'est évidemment clé. Donc, bien sûr, tout olé qui nous écoute est le bienvenu pour nous envoyer un dossier. Donc, sur notre site internet, on peut tout à fait envoyer un dossier. On peut le donner ici, d'ailleurs. www.seedil.com. Facile. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il y ait une technologie. Ça, c'est important. C'est ça ce qu'on va aller chercher. Une équipe qui soit en place et un petit peu plus qu'une idée. C'est-à-dire qu'il y ait quand même déjà un premier produit, voire un premier pilote qui aura été effectué au sein d'une entreprise. Alors, juste pour terminer, pour nous faire rêver, allez, un petit peu, l'exit dont vous nous avez parlé, c'était quel genre de société ? Alors ça, c'est une société qui s'appelle Presenso, qui a été créée par 2 entrepreneurs, 2 jeunes ingénieurs à Haïfa. Israéliens, bien sûr, qu'on a rencontrés en 2016. Voilà, ils avaient un peu plus qu'une idée, ils avaient un produit, ils avaient développé déjà leur algorithme, etc. Alors là, c'est de la prédiction de panne industrielle. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables de détecter, de récolter les données sur les machines qui existent dans les usines. Elles ont toutes des capteurs, des turbines, des choses comme ça, des grosses machines. Ces machines ont déjà des capteurs, c'est pas cette société Presenso qui les ajoute, ils ont utilisé les données des capteurs, issues des capteurs de ces machines, pour les traiter sur le cloud et en tirer des prédictions sur les pannes. Donc, c'est-à-dire de pouvoir dire, plutôt que l'usine ferme la semaine prochaine pendant 15 jours ou pendant un jour, ce qui peut être catastrophique, évidemment, sur la rentabilité d'une usine, nous, on est capable de vous dire que telle machine, il faut faire ça. Alors, ils ont été vendus, donc il y a 15 jours, à une société suédoise cotée qui s'appelle SKF. Et ça a été assez émouvant, je dirais même, et gratifiant pour nous parce que voilà, on était au bord de la société, on a suivi
tous les développements depuis le premier client, la première levée de fonds après nous, et leur manière de raisonner, et les questionnements, et le moment où ils ont été approchés pour être vendus. Et ça fait quelque chose, en fait, vraiment. C'est clair. Et puis en plus, techniquement parlant, aujourd'hui, vous êtes d'un bout à l'autre de la chaîne. Vous Exactement. avez pu voir toutes les étapes. Donc c'est extraordinaire. C'est tout le cycle. Et on a vraiment l'impression Enfin, pour moi, ça a été quelque chose d'assez significatif, dans le sens où j'ai eu vraiment l'impression de faire partie de ce miracle économique israélien, avec cet exit. Parce que jusque-là, j'en parlais, je montrais les chiffres, etc. Mais là, je me suis dit, là, en fait, on a eu vraiment un impact, on y est, on fait partie de la carte. Ouais. Et ça, c'est une sensation assez sympa d'appartenance. Donc vous êtes senti appartenir grâce à ce monde-là que vous avez créé aussi, mais là aujourd'hui le sentiment d'appartenance est encore plus fort. Oui, vraiment. Bon, en tout cas c'était hyper sympa de vous avoir. Bon, j'imagine on n'a pas parlé de vos enfants, mais j'imagine qu'ils sont très bien intégrés puisqu'ils ont grandi ici dans les écoles israéliennes. Absolument. Contente du système éducatif? Plutôt pas mal. Je trouve qu'avec le temps ça évolue bien. Primaire, collège et lycée, là ça y est, on y est. Là on bosse et là je trouve ça plutôt bien, ouais. Bon. Ok, en tout cas, bonne chance pour la suite. Donc, évidemment, vous pouvez la contacter. Elle vous répondra par mail, sur le site internet. Vous pouvez laisser un message. Et puis, s'il y a des investisseurs qui veulent aussi vous rencontrer, j'imagine que c'est possible. Oui, absolument. Donc, même chose pour vous. À bientôt, Cynthia Fitoussi. À bientôt. Et merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci à toi. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.